Salut à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le Plobel Machina 6.7 que j'utilise depuis maintenant un moment et que j'aime particulièrement. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Je vais commencer par vous détailler un petit peu, vous le présenter, vous détailler un peu son fonctionnement et ensuite je vous montrerai quelques images que j'ai pu produire avec et en quoi c'est un appareil photo qui est assez extraordinaire. Alors premièrement, le Plobel est un moyen format, donc qui est utilisé avec des pellicules format 120. Il est équipé d'un 80 mm 2.8 de chez Nikkor, donc c'est Nikon, et c'est un télémétrique à souffler, donc hop, qu'on vient déployer de cette manière-là. Le gros avantage, c'est que en fait, une fois que le soufflet est rabattu, il est extrêmement compact pour un 6.7. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple en 6.7 le Pentax 6.7 qui est un superbe appareil, mais comparé à celui-ci, étant donné que c'est un télémétrique, donc il n'y a pas de miroir à relever, donc pas de chambre, pas de grosse chambre pour le miroir, et qu'il a un soufflet qui rabat l'objectif, on a une compacité qui est assez hallucinante. Je dois faire pas plus de 5 cm d'épaisseur. Et c'est absolument génial quand on est en voyage parce qu'on peut par exemple le mettre sous une veste, donc on peut le protéger des intempéries, le protéger aussi de vols éventuels ou en tout cas d'éventuelles convoitises. Dans certains pays, les autorités par exemple n'aiment pas trop qu'on prenne des photos, donc s'ils nous voient avec un appareil il va être tendu, si là il est sous la veste, on n'a aucun problème. Donc ça c'est particulièrement génial pour ça. Alors bien sûr il existe des appareils plus compacts, mais en moyen format 6.7, enfin en tout cas en moyen format, c'est l'appareil photo le plus compact que je connaisse. Et pour ce qui est donc des balades photographiques ou des voyages, c'est pour moi le moyen format parfait. Alors bien sûr, tout ça a un certain prix en termes d'usage, c'est-à-dire qu'on va devoir faire des compromis. Premièrement, la mise au point en fait se fait au niveau de l'obturateur. Donc en faisant varier une molette, on modifie la distance entre le boîtier et la lentille. Mais comme tout se fait de la même main, forcément on perd en rapidité. Donc c'est un appareil relativement lent. En même temps, c'est pas forcément un appareil photo de reportage. C'est pas un télémétrique de reportage comme pourrait l'être un Leica où là on peut avoir une certaine rapidité. Comme on a une longue focale, on est obligé d'être plus attentif à la mise au point, on va dire. Donc ça c'est pour le compromis. Moi j'aime bien parce que ça en fait un appareil relativement radical et qui a un usage précis, mais qui pour cet usage précis, voyager léger en faisant des photos au moyen format, il répond parfaitement à la demande. C'est un appareil qui est très costaud, il est complètement construit en métal. Néanmoins, le soufflet reste quelque chose de fragile, donc il faut faire attention, notamment quand il pleut, et notamment à d'éventuels chocs. Alors, au niveau de l'obturateur, je vous l'ai dit, il est à cet endroit-là. On arme très simplement, alors c'est un simple armement, ce qui est plutôt bien. Certains anciens appareils sont à double armement, donc ça ralentit encore plus. Mais celui-ci est à simple armement. On a les deux bagues. Alors, la première chose, comme il est équipé d'une cellule spot, c'est qu'on a le sélecteur ISO qui se trouve sous l'objectif. Moi personnellement j'utilise une cellule à main, donc je ne m'en sers pas. Et ensuite on a les deux bagues vitesse et ouverture qui se trouvent ici avec un petit ergot pour changer d'ouverture. Donc il ouvre de 2.8 à 22 et une bague crantée, celle-ci, pour choisir la vitesse. Et donc l'obturateur va jusqu'au 500e. Du 500e à 1 seconde avec une pause bulb, donc où là on active avec un petit déclencheur souple qui vient se visser ici.
Alors certes, un 500e de seconde c'est relativement lent. En même temps, vu la dynamique de l'argentique, en fermant un petit peu, on s'en sort très bien. Par exemple à 4, ouverture 4 au 500e en extérieur par un jour de relativement beau temps, ça va très bien. Et comme on a un 80 mm à 4 par exemple pour faire un portrait, on va avoir un beau flou d'arrière-plan. Donc pour moi c'est pas vraiment un gros inconvénient. Le 500e est dû premièrement au fait que c'est un obturateur central. Donc l'obturateur central veut dire que l'obturateur est dans l'objectif et non pas dans le boîtier. Alors l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas monter très haut dans les vitesses. L'avantage c'est que ça fait des obturateurs beaucoup plus silencieux. Je vais refaire un déclenchement sans parler pour que vous vous rendiez compte. C'est franchement très silencieux pour un 6.7. Si vous regardez encore une fois par exemple le Pentax 6.7 que j'aime beaucoup, le déclenchement à 10 mètres limite on l'entend. Là on a quelque chose de beaucoup plus discret. L'autre intérêt d'un obturateur central, ça nous concerne peut-être un petit peu moins, mais c'est de pouvoir avoir des vitesses de synchro flash bien plus supérieures. Ça c'est pour la photo de mode et en plus c'est avec des obturateurs centrales plus performants et plus rapides. On en parlera peut-être une prochaine fois. La chose que je trouve très intéressante, et c'est particulier à beaucoup d'appareils photo argentiques, c'est qu'une fois qu'on a réglé son coupe vitesse ouverture, donc là par exemple 2.8 pour un 500e de seconde, en fait on a un couplage en tenant une bague crantée des deux, et donc du coup si on se met à 4, il va par exemple automatiquement se mettre au 250e, à 5.6 automatiquement au 125e, à 8 automatiquement au 60e. Et ça c'est hyper pratique parce qu'en fait pour une situation donnée, on va avoir le même coupe vitesse ouverture, mais on va pouvoir vouloir faire varier sa profondeur de champ et on va pouvoir le faire de cette manière-là sans avoir à faire le calcul de tête. Mécaniquement, ça le fait automatiquement. D'ailleurs, c'est un appareil qui est entièrement mécanique, c'est-à-dire que l'obturation se fait mécaniquement, le chargement se fait mécaniquement. Il y a juste une toute petite pile qui vient se charger ici et qui sert pour la cellule. Mais si vous n'avez plus de pile dans la cellule, vous pourrez toujours déclencher. Et ça, par exemple, quand on est en voyage, c'est relativement intéressant. On n'a pas à s'embêter avec les batteries. On dirait on s'embête avec les pellicules, mais on est toujours sûr de pouvoir prendre sa photo. Alors, on va passer maintenant au chargement du film. Donc, pour ça, je rétracte l'objectif dans le boîtier. Une chose à laquelle il faut faire toujours très attention, c'est que quand on rétracte le boîtier, il faut avoir fait sa mise au point à l'infini pour éviter d'endommager les mécanismes. Alors, le chargement du boîtier se fait, donc on commence par ouvrir la trappe avec le petit ergot sur le côté. On a deux petits boutons rouges qu'on vient actionner pour déverrouiller ces deux ergots qui nous permettent de libérer les films. Donc comme tout appareil moyen format, on vient récupérer la bobine de l'ancienne pellicule, la placer dans l'autre et verrouiller. Hop. Ensuite, on prend notre pellicule 120, on enlève entièrement le papier autour, on vient positionner notre pellicule, hop, et on verrouille le deuxième ergot. Ensuite, on vient tirer légèrement. Alors là, on a en fait une résistance qui nous permet que la pellicule ne se déroule pas toute seule, ce qui est assez pratique. On vient dérouler notre pellicule, mettre la languette dans la fente de l'autre et actionner l'armement. Donc on actionne plusieurs fois. Alors normalement c'est à peu près 3 fois pour venir aligner la flèche
les flèches ici avec la flèche de la bobine. Une fois qu'on a fait ça, on peut refermer le boîtier. Il nous suffit d'armer jusqu'à ce que ça bloque. Là, le chiffre 1 apparaît. On est sur la première vue et on n'a plus qu'à déclencher. Comme je vous le disais, pour ce qui est de la visée et de la mise au point, on a un viseur donc dit télémétrique et on vient aligner en faisant varier la distance entre la lentille et le boîtier via la bague qui est ici. On vient aligner l'image centrale avec le reste de l'image pour faire la mise au point au centre, quitte à recadrer après, et on peut déclencher. Voilà, j'en ai fini de vous présenter l'appareil, son chargement et son fonctionnement. On n'oublie pas, quand on le rétracte, hop, de se mettre à l'infini. Je vais maintenant vous présenter quelques images pour pouvoir vous parler plus précisément de la particularité et de ce que j'aime bien dans cet appareil-là. Donc, la première image peut être qualifiée de paysage proche, on va dire. Ce que j'aime bien ici, c'est l'effet de distance que ça met. Donc ça, c'est pas propre au Plobel, mais c'est propre au moyen format. J'aime beaucoup le rendu colorimétrique que nous donne cette lentille. C'est relativement neutre, pas trop de micro-contraste. Voilà, quelque chose d'assez naturel. La deuxième image, donc c'est une photo qu'on peut appeler de street photographie dans Marseille. Encore une fois, là, c'est dû plus au format qu'à l'appareil en lui-même, mais le 80 mm qui est un téléobjectif qui devient grosso modo un 40 mm équivalent 24-36, en fait, nous donne un côté très cinématographique à l'image, avec des perspectives qui sont très peu déformées, et on le voit bien ici. Voilà, moi j'aime beaucoup le rendu que donne le moyen format pour ça. Et le problème, c'est que souvent un moyen format est relativement volumineux et visible, et pas spécialement discret. Et là, la discrétion de l'appareil fait que pour la photographie de rue, personnellement, moi je me sens plus à l'aise. Donc là, c'est une photo en noir et blanc. Donc on voit toujours bien cet effet de perspective assez peu déformée, avec un cadre assez naturel. Ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'on retrouve, en fait, le cadre du boîtier a des petits bords arrondis. Donc pour ceux qui scannent leur négatif, les labos généralement ne le font pas, mais pour ceux qui scannent leur négatif eux-mêmes, ça donne un petit effet qui est sympa, qui est particulier au Plobel et qu'on retrouve, qu'on va reconnaître, en tout cas que les utilisateurs de Plobel pourront reconnaître entre eux, donc c'est sympathique. Je vous montre cette photo-là. Donc on est sur la Corniche à Marseille pour vous montrer à quel point l'objectif, lui, a une très bonne résistance au flair. Vous le voyez, vous avez sûrement vu, il n'y a pas de pare-soleil sur l'objectif. Là, on est en quasi contre-jour et on a vraiment zéro flair. Et ça, j'ai été impressionné. Je l'ai prêté à un ami photographe qui lui a fait des photos carrément où le soleil est dans le cadre. Enfin, j'en ai fait quelques-unes. Je ne vous les montre pas parce qu'elles étaient assez mauvaises, mais vraiment, je suis impressionné par la résistance au flair de cet objectif. En même temps, c'est un appareil qui est assez récent. Je ne veux pas dire de bêtises dans la vidéo, je vous le mettrai en post-production. On a quand même un appareil avec une optique récente et une très bonne résistance au flair. Quasiment aucune distorsion, ce qui montre bien que c'est quand même un appareil photo plutôt dédié au paysage, on va dire. Après, moi j'aime bien faire de la street photographie avec. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort de cet appareil. Cette photo-ci, je vous la montre
plus encore une fois pour vous montrer l'avantage du moyen format et du 6.7 qui déforme très peu les perspectives. Là on est en forte plongée et on a quelque chose de relativement neutre dans les perspectives et on a une transition flou net et un effet de profondeur en fait entre les personnages au premier plan et le fond qui est vraiment, enfin moi que je trouve assez vertigineux, et donc ça c'est encore une fois dû au moyen format. Cette photo-ci, je vous la montre aussi pour la résistance au flair, en couleur cette fois-ci. Voilà, moi j'ai eu pas mal de vieux appareils argentiques moyen format, et c'est vrai que le flair pouvait toujours être un problème. Autant le flair peut être un truc très sympa, par exemple pour du portrait, autant quand on fait du paysage, à part dans certaines situations, on préfère éviter. Voilà. Donc ça c'est sympa pour ça. Voilà, je vous montre cette photo-ci pour vous montrer, là je dois être peut-être à 2 mètres du sujet qui bronze, on est à Marseille, on est autour du Mucem, et après je dis pas que l'appareil est silencieux donc il est discret donc vous pouvez vous rapprocher. Là pour le coup c'est vraiment une question personnelle. Moi je sais que si j'ai un appareil bruyant je vais pas oser m'approcher. Avec cet appareil-ci je me sens bien, j'ose m'approcher, et donc ça c'est un point important. Ça va pas être le cas de tout le monde, mais moi je sais que si j'ai par exemple si j'ai mon Contax 645 qui a un réflexe 6 par 4,5, j'arriverai pas à m'approcher autant pour de la photo de rue. Voilà, j'en ai fini de cette première présentation matérielle dans Exploration. Il y en aura d'autres évidemment. Pour un dernier point pour vous prouver l'intérêt d'avoir un télémétrique moyen format assoufflé, c'est que Voigtlander, il y a 2-3 ans, encore une fois je ne veux pas dire de conneries, mais très récemment on a ressorti alors un petit peu moins compact je crois, et avec une ouverture un petit peu moins grande, je crois que c'est une ouverture à 3,5, c'est pas très loin de 2,8, mais voilà, ça prouve que cet appareil, ce type d'appareil là a toujours un intérêt, et que travailler au moyen format avec de la compacité, c'est quelque chose qui est recherché. Sur ce, je vous souhaite de bonnes photos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous présente d'autres types de matériel. Abonnez-vous, à très vite.